Oui, bon, on a beaucoup parlé de résistants, c'est évidemment le sujet de ce soir, mais je voudrais revenir sur des personnes qui ont eu un parcours un peu particulier. Moi, je pense aux communistes qui ont quitté à un moment le parti et qui, pendant la guerre, ont collaboré. Je pense notamment à des Charles Hubert ou à des Jean-Pierre Mourer, etc. Mais enfin, quels incidents s'ils en ont, enfin, c'est pas les seuls, il y en a eu beaucoup, mais quels incidents ils ont eu sur le... Alors, en fait, pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir à la Première Guerre mondiale. Il faut revenir aux origines du socialisme en Allemagne et en France. Le mouvement socialiste se constitue en Allemagne dans le dernier quart, comme en France, hein, dans le dernier quart du XIXe siècle, et il se développe dans toute l'Allemagne, et il est fort. Il est fort en Alsace aussi. Et en Alsace, il est mené par un grand nombre de militants allemands. Aussi, les Alsaciens les rejoignent. Hein. Au moment de la guerre, disons, au moment de la Russie de 18, on voit, un petit peu avant, on voit le régime militariste allemand s'effondre, le régime prussien, et la République est proclamée. Ça démarre avec la mutinerie dans 2 ports allemands, parce que le régime est à bout, mais à bout de souffle, je veux dire, et on veut faire sortir une dernière fois les marins contre la flotte anglaise. C'est un suicide. Enfin, tout le monde sait que ça va être une boucherie. Et à ce moment-là, les marins se mutinent. Hein, et ça va être la mutinerie qui fait tomber, en fait, comment dire, ils dégradent les officiers, ils refusent d'obéir aux ordres, ils dégradent les officiers, ils leur arrachent leurs épaulettes, et ils déclarent la révolution. Enfin, à partir de là, les groupes, les conseils de soldats vont se répandre, les soldats rentrent chez eux, et partout dans toutes les villes allemandes, il y a cette création de conseils de soldats qui de conseils d'ouvriers. Et il y a une proclamation de la République, il y a des luttes tout à fait importantes au niveau entre les socialistes, enfin, des luttes d'influence importantes. À Strasbourg, c'est vrai aussi, dans les 3 départements, il y a des conseils de soldats et d'ouvriers qui ont été très critiqués parce que le rapport à la question nationale n'est pas simple. Il y a 3 positions. Il y a ceux qui préféreraient rester allemands, hein, ceux qui préfèrent redevenir français, et puis il y a ceux qui envisagent une espèce de révolution internationale, les internationalistes comme on les appelle, les révolutionnaires internationalistes. Et l'armée française se dépêche, il y a le drapeau sur la cathédrale, hein, l'armée française se dépêche d'entrer en Alsace avant la date prévue par l'armistice pour empêcher que ces conseils de soldats et d'ouvriers n'aient une véritable efficacité. Donc on installe plus rapidement les structures françaises et on essaye d'effacer tout ce qui peut renvoyer à cette effervescence révolutionnaire. La question qui fait éclater la FFIO, c'est la question, c'est le rapport à l'international et la création. Donc il y a d'abord une scission syndicale il y a les deux. Il y a la scission politique et la scission syndicale. Ça va donner lieu à en Alsace, à des problèmes importants concernant justement le rapport à l'État, à la forme de l'État. Et un certain nombre de maladresses de l'administration française, surtout en matière de langue et en matière de postes à responsabilité, va faire que des Alsaciens qui étaient prêts à devenir
des Français à part entière se voient rejetés ou humiliés ou méprisés ou n'obtiennent pas les postes auxquels ils pouvaient prétendre. On met des Français à leur place, des Français venus de l'intérieur, qui ont d'autres méthodes, une administration différente, etc. Et là, l'organisation syndicale va passer de l'Allemagne à la France et donc les syndicats allemands coulent dans les structures de la CGT, sauf les syndicats chrétiens qui vont être à l'origine de la création de la CFTC en 1919 en France. Et les choses, on sent, il y a des grèves. Il y a des grèves pour le pouvoir d'achat, il y a des grèves pour le maintien des acquis quand ils sont en matière d'assurance sociale, en matière de retraite, en matière de statut des fonctionnaires, par exemple. Et cette scission syndicale, le malaise alsacien va naître assez rapidement. Et ça va se traduire par la division syndicale comme en France, mais ça va se traduire en Alsace aussi par une tendance à on va dire, l'autonomisme. Et c'est à ce moment-là que Hubert à Strasbourg, Hubert et Maurer, ils sont à Strasbourg, et ils se désolidarisent alors qu'ils avaient été des militants communistes de la première heure, à la fin des années 20, au début des années 30, ils se désolidarisent et créent leur propre parti autonomiste. Hubert se fait élire avec les voix de l'autonomisme catholique. Mais il est très vite, éliminé du parti, et il crée son propre parti, et après il entraîne un peu de gens, il entraîne Strasbourg, les militants communistes de Strasbourg dans sa dissidence. Donc après les c'est le parti communiste d'opposition, puis après c'est un autre parti. Et mais ça ne dure pas, et son influence à partir de ce moment-là est très peu importante. Elle est totalement nulle dans le Haut-Rhin, et elle est totalement nulle chez les cheminots, même de Strasbourg, mais qui se retrouvent quand même un peu nombreux. À partir de là, ça n'a plus de lien avec le mouvement communiste, je pense. Donc après lui, personnellement, il va en 40 adhérer au parti nazi, et il meurt. Par contre, Maurer, lui, qui a été exclu aussi et s'est détaché des communistes, lui, il va avoir des fonctions dans l'appareil nazi, puisqu'il sera le Gauleiter de Colmar. Donc, c'est compliqué, c'est pas parce qu'il y a le mot communiste dedans que ça veut dire que c'est le même mouvement. Il faut faire attention aux structures, hein, c'est pas les mêmes. Bien sûr, si je peux rajouter, c'est ce que je voulais savoir si ces personnes-là ont contribué, donc après 40, ont contribué avec les Allemands à couper le mouvement communiste en Alsace. Ah ben oui, Maurer, oui. Mais Hubert il était mort, et puis il y avait très peu d'autres. Alors parmi ceux qu'il avait suivi dans leur dissidence, il y en a un certain nombre qui étaient revenus dans ce qu'on appelait le parti orthodoxe, ou le parti linguiste, hein, parce qu'eux étaient le parti d'opposition. Mais après, je pense que l'influence, moi je n'ai pas trouvé dans les archives d'influence particulière. Après, il y a eu Dordo aussi, hein, il est passé du Parti communiste à la collaboration. Il ne fait pas plus ni moins. Mais au départ, c'est le malaise alsacien, la difficulté pour les Alsaciens de se retrouver dans les structures politiques et administratives françaises. Et une certaine arrogance quand même des institutions françaises face aux Alsaciens. Et à Metz, quand même, il y a eu chez les cheminots une grève en 19 ou en 20, en 19, parce que le directeur les avait traités de Bosch, il ne voulait pas entendre parler allemand. Dans les ateliers de Metz-Sablon, il n'y avait que des Alsaciens, ils ne savaient que l'allemand. Ils avaient passé. Je ne veux pas de Bosch. C'était pas possible, ça. Bon, il a été, le directeur a fini par être renvoyé dans son département d'origine, mais il faut bien voir que la réintégration
surtout pour l'Alsace et le Lorrain et le Bas-Rhin, a été plus difficile qu'on ne le pensait, ou qu'elle a été mal gérée. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Vous n'êtes pas être d'accord avec moi. Hein. Sur la difficulté à comprendre ce qu'avaient vécu les Alsaciens, j'ai encore une anecdote, elle est drôle, enfin elle est drôle, oui. On ne comprenait pas ce que les Alsaciens avaient vécu. Et par exemple, ceux qui avaient été résistants pendant la guerre Thracie, je parle des communistes, hein, qui voulait faire une école centrale du parti, ou qui passait devant la commission des cadres du parti. Ça a été analysé par Claude Pelletier et Bernard Pudal pour le reste des Français. Et moi j'ai regardé ce que disaient les Alsaciens. Alors, il y a un questionnaire à remplir. Dans le questionnaire, il y a « Où étiez-vous le 8 juin 1944 ?» Les Alsaciens, très fondeurs, écrivent avec mes parents, chez moi, bon, c'était pas là où il fallait. Avez-vous voyagé? Alors il y en a qui répondent oui. Où? C'est la série de la question. En Allemagne. Dans quelles circonstances? Il y en a deux qui ont pu écrire, comme soldats de l'armée allemande. Alors, j'imagine la tête de la commission des cadres comité central qui ça, qui recommence, c'est pas possible, tout ça. Et là, ils se sont partis, non, attendez, c'est absolument ce qu'on avait vécu. Et c'était difficile à faire passer. C'était difficile à faire comprendre. Mais les Français n'ont pas compris que les Alsaciens étaient restés 4 ans en guerre et avaient été obligés de vivre entourés de nazis qui étaient très bien organisés pour les persécutions. Ça, c'est quelque chose qui était difficile. Dans les deux cas, après la Première Guerre, après la Seconde Guerre. Ça, c'est vrai. Combien y avait-il de cellules en Allemagne? Des cellules avant-guerre, j'ai oublié, dans la précipitation. Il y en avait beaucoup, il y en avait oui, il y en avait.